poursuivant, et sachant que vous êtes une jeune productrice indépendante, et ben vous vous êtes dit que finalement c'était pas mal de créer les journées, la journée des jeunes producteurs indépendants. Ça c'est quelque chose aussi auquel vous tenez, c'est-à-dire je commence à y arriver, je me dis qu'il y en a d'autres pour qui peut-être c'est comme moi il y a quelques temps, je peux peut-être les aider, puis peut-être qu'à plusieurs on est plus fort aussi, et que surtout quand on est une boîte de production indépendante, j'imagine c'est pas facile, donc autant essayer de faire de l'échange quoi. Tout à fait. En fait, lorsque j'ai rédigé mes premiers business plans, j'avais eu une idée, c'était de se dire, je vais aider à la diffusion de films, de courts-métrages, de projets de jeunes sociétés, de jeunes producteurs qui avaient un peu les mêmes idéaux que je pouvais mettre dans mes projets. Et puis, quand la société a été créée, je suis revenue un peu à la réalité, j'ai resserré sur l'activité première de production. Et très rapidement, j'étais confrontée à des obstacles. Je n'étais pas en réussite quand j'ai créé cette journée. J'étais plutôt dans comment dire, la découverte de la réalité de mon métier et de ce que c'était qu'être une jeune productrice. C'est-à-dire que les diffuseurs, les partenaires, les distributeurs n'ont pas envie de vous rencontrer, n'ont pas envie de lire vos projets, vous ne les intéressez pas, je dirais, voire même vous représentez un risque pour eux. Et donc, quand vous envoyez en toute naïveté, vous envoyez un projet en disant ouais, mon projet est intéressant et puis j'aimerais pouvoir avoir votre avis et peut-être vous le vendre quand vous l'envoyez à une chaîne, vous n'avez pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse parce que le projet est tout en dessous de la pile, vous ne savez pas si on a lu, enfin, tout était hyper compliqué. Et là, je me suis dit, waouh, ça ne va pas être simple. Heureusement, je faisais quand même des films institutionnels à côté, enfin, qui me généraient un peu de revenus pour pouvoir payer les charges. Mais moi, ma vocation, c'était de produire pour la télé et le cinéma. Et donc, c'est comme ça qu'en tombant sur un appel d'offres de la région Île-de-France, je me suis dit, je vais créer cette manifestation parce que moi, ce que je vis, je ne suis pas la seule à le vivre, en fait, ces difficultés d'obtenir ne serait-ce que l'opportunité de pitcher un projet. Ne serait-ce que ça, c'était compliqué. Donc, je me suis dit, comment inverser la tendance? Eh bien, on va créer un événement où les jeunes producteurs seront au centre. Et on va mettre des conférences à côté pour faire en sorte qu'il y ait un maximum de professionnels qui aient envie de venir. Puis on va les faire venir, tant qu'à faire, de l'autre côté du périph', à Aubervilliers. Et c'est comme ça que la journée est née. On a invité un certain nombre de professionnels à venir échanger dans des tables rondes. Mais la journée des jeunes producteurs indépendants, c'était aussi un marché avec des stands qui reproduisaient les codes que connaissaient les décideurs, c'est-à-dire venir, on ne vous demande pas de faire une bonne action, on ne vous demande pas de faire de la philanthropie, on vous demande juste de venir, être curieux et faire votre travail. Donc il y avait des stands, ils viennent, ils écoutent des pitchs, et en créant cette journée, je ne savais pas ce que ça allait donner, je me suis dit si au moins un des producteurs présents, on était une vingtaine, repart avec un deal de signé, eh bien cette journée aura eu son intérêt et aura contribué à faire émerger ce projet. Et à l'arrivée, il n'y en a pas eu un, il y en a eu 5. Et puis on a recommencé les années suivantes, jusqu'à 2 ans plus tard, créer la Fédération des jeunes producteurs indépendants en disant l'union fait la force, on va coopérer et on va faire grandir nos sociétés. On va parler maintenant de cinéma, de production, et on va parler aussi de notamment quelques-uns d'un documentaire et 2 longs métrages. S'il y avait une ligne éditoriale de l'autre côté du périph', il me semble que ce serait la ligne Feel Good, notamment par rapport à vos 2 premiers longs métrages, un qui est sorti il y a déjà quelques temps et un qui est en train de sortir là. C'est ça, hein, c'est ce qui vous représente, c'est-à-dire du divertissement, mais aussi en y mettant du sens. C'est exactement ça. Je n'aurais pas mieux dit, c'est du divertissement porteur de sens. J'aime aussi les pures comédies, on peut aller vers des films de genre. C'est vraiment une ligne éditoriale qui est très ouverte avec cet aspect-là, avec aussi, on est à la recherche de singularité, donc on aime bien les projets qui vont apporter un regard neuf. Ce n'est pas toujours évident parce qu'on a l'impression aussi que toutes les histoires ont été racontées, mais il faut être capable aussi de voir comment on va pouvoir réinventer ces récits.
Alors, comment vous voyez la relation entre producteur, trice, réalisateur, trice, France, US, puisque vous êtes passé par New York? J'ai toujours eu cette idée que à Hollywood, c'était plutôt les producteurs qui choisissaient les réas, alors qu'en France, plutôt les réas qui allaient chercher les prods. Peut-être que c'est à chaque film son histoire différente, mais comment, selon vous, Alors, c'est pas selon moi, c'est vraiment factuel. Il y a une réalité aux US avec les studios et en France, c'est la notion de final cut, c'est-à-dire le droit de regard sur le montage définitif. Et aux États-Unis, le final cut est entre les mains du producteur, c'est-à-dire que c'est le producteur qui va arbitrer du montage final, et en cas de désaccord, c'est son avis qui va primer. Et en France, c'est inverse, ça fait partie du droit moral du réalisateur de pouvoir préserver l'intégrité de son œuvre. Et donc, le réalisateur ou la réalisatrice en France a plus de pouvoir. ok. En Europe, en général, vous diriez? Oui, en Oui, Europe oui. et puis dans tout le monde aussi, du cinéma, enfin là où il y a encore un cinéma d'auteur qui est préservé, c'est synonyme aussi de final cut. Après, en France, il y a certains producteurs et productrices qui ont une telle aura qu'ils vont être capables aussi d'accompagner le réalisateur ou la réalisatrice là où il a envie d'aller. Moi, je préfère travailler aussi avec des personnes qui vont être à l'écoute, puisque parfois, du fait de ce pouvoir des réalisateurs en France, on assiste aussi à des situations un peu délicates où, comment dire, il va y avoir une crispation. Donc, d'un côté comme de l'autre, lorsqu'on choisit de s'allier, on choisit de faire alliance avec un réalisateur, une réalisatrice ou vice-versa, producteur, productrice, il faut être capable de sentir si on va être sur le long terme, comme un couple, on va pouvoir s'entendre. Un couple de quelques années, quoi. On va pouvoir s'entendre. Et moi, ce que je regarde aussi, c'est est-ce que j'ai la confiance de ce réalisateur ou de cette réalisatrice? Pourquoi est-ce qu'il a envie de venir avec moi? Est-ce que c'est parce que je vais être un véhicule qui va l'aider pour aller du point A au point B, ou est-ce qu'il voit en moi vraiment la personne la plus à même de l'accompagner financièrement, oui, en termes de fabrication, oui, mais aussi en termes de regard artistique. Donc ça, c'est un truc qui est aussi très important. Alors, au-delà du regard artistique, la production, c'est aussi un réseau, c'est aussi un carnet d'adresses, hein, c'est aussi parfois essayer de remonter un petit peu, comme vous disiez tout à l'heure, dans la pile, le scénario. Moi, j'ai l'impression, et c'est la question que je vous pose, est-ce que finalement, votre qualité essentielle, ça ne serait pas la capacité, quand vous êtes au bon moment, au bon endroit, de convaincre? Bon endroit au bon moment, oui. L'opiniâtreté, oui. Ok. Convaincre, je ne sais pas. La résilience, oui. Okay. C'est-à-dire que c'est bon. Je pense que c'est une qualité importante de ce métier, parce qu'on a tellement, il y a tout le temps des hauts, des bas. Un jour vous êtes à la mode, le lendemain personne ne va vouloir votre projet. Et des raisons, il y a 1000 raisons de refuser un projet, souvent mauvaises. Donc il faut être capable aussi d'accepter le rejet. Ouais. Et puis de pouvoir continuer à croire en votre projet et à voilà, persévérer. Et ça, c'est la détermination. Je pense que ma principale qualité pour ce métier-là, c'est la détermination et puis l'optimisme. Oui. On va parler de financement un petit peu. Il y a plusieurs types de financement, évidemment privé, heureusement. Public, vous le mentionnez, je crois, jusqu'à aujourd'hui, vous n'en avez pas eu tant que ça, hein, je crois, vous le dites même haut et fort. Participatif, ça vous arrivait d'ailleurs, même de ce fait, d'aller chercher des financements participatifs, à propos d'un documentaire qu'on évoquera tout à l'heure. Votre regard aujourd'hui sur le financement, c'est quoi? C'est un peu de public façon levier, mais peut-être pour aller chercher du privé derrière, ou en même temps Ben moi, j'ai l'impression qu'en fait, on est dans un système qui est quand même extrêmement vertueux en France, avec le CNC, avec le système des aides automatiques. Pour le cinéma, il y a la TSA, donc c'est une taxe sur chaque entrée en salle qui ensuite
et réinvestit sur de nouvelles productions. Donc les producteurs qui font des entrées ont la possibilité d'avoir de l'argent à réinvestir dans d'autres projets. Donc ça, c'est génial. Ça permet d'assurer une forme de pérennité. Mais j'ai l'impression qu'il faut choisir son camp. C'est-à-dire soit on va être du côté du cinéma d'auteur, et là, on va pouvoir aller capitaliser sur les subventions, les aides publiques, le CNC, les régions. Il y a tout un écosystème d'aides pour les films dits d'auteur. Et puis de l'autre côté, il y a le marché. Et c'est difficile quand on est entre les deux, c'est difficile de naviguer dans ces eaux-là. Et c'est pour ça qu'effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier sur mes 2 derniers films, donc pas sur l'ascension d'aides automatiques, avec le réinvestissement de mon fonds de soutien, ce qui a été salutaire. Mais en termes d'aide publique, je fais chou blanc. Et il y a même des régions parfois qui vont soutenir des films parce que ce sont des films dits ambitieux, donc avec des budgets je sais pas, plus de 10 millions d'euros, etc., en se disant ça va nous apporter économiquement, ça va apporter du prestige, pour plein de raisons. Et quand on est sur des budgets un peu intermédiaires comme les miens, c'est-à-dire des films ambitieux, mais avec un budget autour de 5 millions d'euros, là, on est mis d'un côté, oui, mais il faut absolument soutenir. Et personne ne va se battre pour mon film, en fait. Parce que les gens qui ont cette conviction de dire qu'il faut soutenir le cinéma d'auteur vont aller sur des plus petits films, des films dits fragiles ou dits exigeants. Mes films, malheureusement, n'entrent pas dans cette catégorie, même si sur le documentaire, il y aurait débat. Oui. Et puis, de l'autre côté, il n'y aura pas non plus d'opportunisme en disant il faut absolument qu'on soutienne ce film parce que c'est un film qui va rayonner et il faut aller là-dessus. Donc, quand on est un peu au milieu, c'est pas toujours évident.